Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission La Vie en Vosges consacrée cette semaine à la parentalité et au bien-être. Deux invités sont avec nous, elles se sont lancées dans l'aventure de l'auto-entreprise pour accompagner les parents, les futurs parents et les enfants. Des projets qui ont mûri après la naissance de leurs propres enfants, justement, des reconversions professionnelles, une envie de se recentrer sur soi peut-être aussi. Anne-Sophie Constantin est avec nous, elle était vétérinaire avant, Mélissa Serfa était dans le monde de la finance. Aujourd'hui, elle propose des ateliers, des accompagnements à la parentalité et beaucoup d'ateliers autour de thèmes très différents, l'éveil musical, les couches lavables, ou encore des ateliers de portage. On découvre ça pendant 26 minutes. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je le disais en introduction, une orientation professionnelle qui est venue après la naissance de vos propres enfants. Mélissa, vous étiez dans le monde de la finance. Oui. Quel a été le déclic, l'élément déclencheur finalement de ce stop, je passe à autre chose? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu vraiment ce phénomène qu'on appelle le phénomène de la matrescence qui se passe après la maternité, donc avec tout ce chamboulement qui va avec, surtout quand c'est le premier. Pour ma part, j'ai un enfant. Il y a aussi également le Covid, la Covid. Et le fait de pouvoir avoir un moment pour se recentrer sur soi, justement, et de pouvoir se poser les bonnes questions. Donc j'ai eu un petit peu l'enchaînement, la maternité, le Covid qui s'est présenté, et le fait de pouvoir un petit peu m'écouter, voir vraiment vers quelle voie je voulais me destiner. Et aussi l'échange avec l'entourage, où on voyait que l'accompagnement médical est très présent et tip-top, mais qu'on avait aussi besoin d'avoir un petit peu autre chose, plus ludique. Voilà. D'accord. Une vision que vous partagez, j'imagine, Anne-Sophie. Oui. Vous, le déclic, donc vous avez 2 enfants, c'est bien ça. Quel a été l'élément déclencheur? Vous étiez vétérinaire avant. Oui, tout à fait. Alors, moi, pour ma part, déjà, le métier de vétérinaire prenait pas trop de sens pour moi. Enfin, je me sentais pas forcément à ma place. Donc, après, pour les mêmes raisons que Mélissa, il y a eu le déclic vraiment qui m'a permis de dire, ok, tant pis, on s'arrête là, malgré les sacrifices pour arriver là. Et les nombreuses années d'études. Les nombreuses années d'études, et voilà. Mais voilà, c'est comme Mélissa, le fait, l'arrivée de mon premier enfant, le fait justement de me rendre compte pendant le confinement qu'en fait je loupais des moments hyper importants de sa vie. Là je me dis mais en fait c'est pas ça que je veux comme vie, donc là ça a commencé à cheminer, mais voilà, c'était difficile de prendre la décision de quitter une profession comme ça, donc ça a fait un petit peu son chemin, et voilà, au fur et à mesure du temps c'était une évidence que je pouvais pas rester là, et la périnatalité est devenue une passion, et je me suis dit voilà, on y va quoi. Faut y aller, faut se lancer. Avec le soutien, j'imagine, de l'entourage. Alors les papas peut-être en premier lieu, mais au-delà même, j'imagine que c'est important aussi de se lancer dans un chemin comme ça en étant soutenu par son entourage proche, j'ai envie de dire, Mélissa. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que ça vient quand même déstabiliser notre zone de confort, puisque c'est plutôt des choses assez établies avec le schéma familial traditionnel, on va dire. Et on vient un petit peu bouleverser ça, et on sort de notre zone de confort. Donc ça fait aussi un bon petit séisme à assumer et à assurer derrière, voilà, parce qu'on ne veut pas non plus mettre en difficulté notre vie de famille, etc. Donc il y a des hauts et il y a des bas, parce que la vie d'entrepreneur, c'est pas toujours facile. mais nos conjoints sont bien présents, l'entourage est super présent, et les amis et les copines sont super présentes pour se soutenir. Alors c'est un univers qui se développe, j'ai l'impression, de plus en plus, comme si finalement les tabous se levaient petit à petit sur ce besoin aussi de ne pas avoir que l'aspect médical, mais d'avoir une aide, un soutien, que c'est bénéfique finalement pour la maman, mais pas que, parce qu'on inclut vraiment le papa, la maman et les autres frères et sœurs s'il y en a. Ouais, tout à fait. De toute façon, je pense que la crise sanitaire aussi fait prendre conscience que justement, il n'y avait pas que travail, tout ça qui comptait, et juste se focaliser un petit peu plus sur soi et sur son bien-être devenait important en fait. Et le bien-être de la famille, ça passe par le bien-être des parents pour que l'enfant puisse se développer de manière optimale. Et donc ça, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, et il commence à y avoir de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Oui. Est-ce que vous-même, vous avez fait face, lors de vos grossesses respectives, à des incompréhensions, à des manques d'informations peut-être sur ces sujets, ce qui, j'imagine, a accéléré aussi ces cheminements à chacune de vous, Anne-Sophie? Oui, tout à fait. Moi, j'avais toujours besoin de trouver des informations, d'être informée dans tout ce que je faisais. Et pour le coup, en tombant enceinte, je me suis dit, voilà. Alors déjà, la première question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant que je sais que je suis enceinte? Alors j'annonce déjà. Voilà. Et après, ça s'en s'est suivi énormément de questions sur
tous les sujets, mais voilà, les couches, voilà, moi j'ai toujours vu que des couches jetables, on m'apprend qu'il y a des couches lavables, qu'est-ce que c'est, enfin, et pour tous les sujets ça s'est passé comme ça, et j'aurais aimé avoir voilà, plus d'informations. J'ai eu la chance d'avoir du temps, d'avoir été arrêtée de bonne heure dans ma grossesse, donc du coup j'ai eu du temps pour m'informer par moi-même, mais tout le monde n'a pas cette opportunité-là, et puis s'informer c'est bien, mais il y a aussi, voilà, toutes les informations ne sont pas valables pour tout le monde, hein, chacun est différent, voilà, les tempéraments des enfants sont différents, on a tous des modes de vie différents, des valeurs différentes. Et ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas forcément voilà, ce qui va nous convenir. Et là, ça met aussi beaucoup de pression pour les parents. C'est ça, c'est finalement un manque d'information. C'est pas du tout péjoratif ou voilà envers le personnel médical, parce que on va y revenir aussi. Mais Anne-Sophie, vous précisez notamment sur votre site internet. Vos compétences s'arrêtent là où le corps médical finalement prend le relais. C'est important de le préciser. On ne remplace pas ici le corps médical, c'est pas du tout l'objectif. Ah non, bien sûr, c'est hyper important de le préciser effectivement, parce que moi c'est vraiment de l'accompagnement plus émotionnel, affectif. Voilà, être là pour les gens, mais en aucun cas je substitue une sage-femme ou même un psychologue, quoi. J'ai ma place voilà, d'information, d'oreille bienveillante, de soutien, mais pas du tout voilà. À partir du moment où on arrive dans le médical, et parce qu'on me pose forcément les questions, parce que les gens font pas forcément la différence, à ce moment-là je recadre et je dis ça, note cette question-là, c'est pas pour moi, c'est pour ta sage-femme ou c'est pour ton médecin. Et alors quand on parle d'accompagnement à l'accouchement, ça rentre dans quel cadre? On parle de doula pour vous qualifier. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, doula déjà, alors effectivement, la plupart du temps, on imagine seulement la personne qui accompagne à l'accouchement. Donc à ce moment-là, c'est de l'accompagnement émotionnel, hein. En aucun cas, on va faire des gestes de sage-femme, je le répète encore une fois. Mais c'est vraiment de l'accompagnement émotionnel, voilà, le soutenir éventuellement le papa ou même la fratrie, hein, si ça se fait à la maison, puisque ça peut arriver avec une sage-femme, évidemment. Et à ce moment-là, on est vraiment dans le soutien émotionnel, on va aider, on va donner des petites astuces, enfin, voilà, être une personne supplémentaire ressource pour la maman ou pour le couple, mais on ne fait pas que ça, enfin, loin de là, hein. En tant que doula, on est formé pour accompagner de la naissance, enfin de la préconception, pardon, jusqu'aux premières années de l'enfant, et ça englobe tous les sujets possibles, imaginables autour de la grossesse qui ne sont pas d'ordre médical. Et alors quand vous dites même avant la conception, c'est... Comment on se projette? Est-ce que je peux avoir un bébé? Est-ce que est-ce que je serais capable? Peut-être que c'est des questions qui reviennent. C'est exactement ça. C'est un peu lever certaines croyances, certaines voilà, on se pose la question, est-ce que voilà, j'ai envie d'avoir un enfant, mais je me sens pas du tout capable d'assumer un petit être humain. Voilà, comment ça se passe? Et là, on va discuter avec les parents de voilà, qu'est-ce qui leur fait penser qu'ils sont pas capables, qu'est-ce qui vient bloquer un petit peu, et en ce sens, on discute et on essaye de chercher les besoins qui se cachent derrière tout ça et les ressources qui vont leur permettre de dépasser ça. On sent beaucoup de bienveillance, beaucoup de bien-être. C'est l'idée générale, j'imagine, de vos deux autres entreprises aujourd'hui. Alors le terme, je trouve, ne convient pas forcément à ce que vous proposez, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce sont deux autres entreprises, mais voilà, une bienveillance et le bien-être avant tout, Mélissa. Oui, c'est les maîtres mots, même peut-être de nos activités. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un cadre... voilà, de douceur, de bienveillance, où on peut vraiment venir déposer dans le non-jugement. On est là pour accueillir, mais comme tu dis exactement, dans les limites de nos compétences aussi. D'ailleurs, c'est aussi important de travailler on va dire, la main dans la main avec les partenaires du médical ou autres, pour justement après nous aussi pouvoir se faire connaître du personnel médical et vice-versa, qu'on puisse après nous aussi conduire les personnes, guider les personnes vers... Avoir une certaine complémentarité, oui, finalement, c'est ça. voilà, c'est ce qui est important. C'est ce qu'on essaye de faire aussi moi au quotidien, et toi aussi, je crois, si je ne m'abuse, c'est d'aller justement aussi solliciter les professions médicales pour montrer qu'on est là, qu'on ne vient pas travailler, on ne prend pas leur métier ou autre, mais qu'on est là justement pour venir aussi en appui avec d'autres compétences, et que justement le fait de pouvoir les connaître, nous, ça nous rassure, et qu'on peut amener les personnes en toute confiance, on va dire, vers ces personnes-là, et on sait que les personnes-là ont telle compétence et que ça va pouvoir les aider, les accompagner. Et inversement, ça les rassure peut-être aussi de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent apporter un complément à leur activité à côté. Alors en parlant de bien-être, je vous propose qu'on regarde un reportage que j'avais eu le plaisir d'ailleurs de réaliser il y a 2 ans avec Ludovic Visilia. On parle spa et bébé, c'est à Dommartin-lès-Remiremont, et on en reparle juste après. Regarde toutes les deux, Lola, je suis avec toi. Je te tiens. On rentre toutes les deux tout doucement dans l'eau.
Couche de bain et bouée enfilée, la petite Lola âgée de 5 mois est prête à profiter des bulles et de l'eau chauffée à 35 degrés de ce baby spa, une première dans les Vosges, ici à Dommartin-les-Remiremont. Ses parents lui ont fait découvrir cet univers alors qu'elle n'avait que 15 jours de vie. On voit que ça lui fait du bien déjà, donc rien que ça, donc pour nous c'est agréable quoi. On le fait systématiquement, des séances comme ça pour nous, alors on sait que le bienfait que ça nous apporte à nous, ça peut leur apporter la même chose. Quand elle ressort de la séance, elle est toute détendue. Elle a commencé à nous faire des coliques au départ et au bout de 2 séances, elle nous n'en faisait plus du tout. Soulager les coliques, mais pas seulement, les bienfaits sont nombreux et l'environnement aquatique rappelle aux nourrissons des sensations qu'ils ont pu vivre pendant 9 mois in utero. Et un peu de verticalité, je pousse sur mes pieds, ça y est, t'es à l'aise. Ils vont acquérir de nouvelles aptitudes motrices, ils vont explorer tout leur champ aquatique, ils vont se mettre en position verticale, cette position qu'ils vont retrouver qu'à la marche. Donc les organes vont se mettre dans une position plutôt agréable. Les petites bulles vont détendre toutes les tensions qui sont au niveau de l'abdomen et ça va aider au niveau du transit, au niveau des coliques, des reflux. La bouée aussi avec ses petits jets et les mouvements de bébé stimule bien les zygomatiques et toute la mâchoire inférieure, donc ça aide également à la poussée dentaire. Après un moment dans l'eau, Laetitia prolonge la détente par un massage qu'elle préfère appeler toucher bienveillant. Je masse par le ressenti. Avec les nouveau-nés, jusqu'à 9 mois, je commence le contact par les pieds, ce qui les rassure. Ensuite la tête, et puis après je vais au gré des envies de l'enfant. Un massage doit rester quelque chose de bienveillant et dès l'instant que l'enfant se désengage du massage par des petits froncements de sourcils où il montre les épaules, à ce moment-là je change d'endroit où je tourne l'enfant. C'est pour les moments d'émotion très intenses et le lien entre l'enfant et ses parents que l'auxiliaire de puériculture de formation s'est lancé dans ce projet, persuadé que le bien-être a un rôle très important dans l'évolution des enfants. Alors si je ne me trompe pas, vous connaissez Laetitia. Tout à fait. On ne peut que valider ce lieu et ses pratiques. Oh oui, complètement. Allez-y, je vous laisse. Toutes les deux tester, retester et revalider avec nos enfants. Enfin, voilà, je dis pas qu'on a un abonnement, mais presque. Et puis, voilà, moi pour ma part, je parle quasiment de Laetitia à toutes les personnes qui viennent chez moi parce qu'elle a un effet sur les enfants et même sur les parents qui est magique. Enfin voilà, il faut tester, mais. Il faut tester pour en avoir la preuve. Oui, non, mais c'est vrai qu'en plus, elle a un accompagnement vraiment de la naissance, des premiers jours de vie jusqu'à l'adolescence avec ce qu'elle propose, autant dans le massage qu'avec le spa. Et c'est vrai que c'est incroyable, quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas d'âge pour aller au spa. C'est ça ce qu'il y a. On parlait avec les parents, justement, sur le reportage là. Et voilà, pourquoi nous, on pourrait y aller, ça nous ferait du bien. Pourquoi les enfants ne pourraient pas profiter de tout ça. C'est juste incroyable. Et elle a aussi cette facilité, cette connexion avec les bébés, avec les enfants qui est juste magique. Hein. Enfin, moi, je ne veux... Oui. Vous validez, on sent bien la validation à 100%. On va revenir sur vos activités peut-être. Ça se complète un petit peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'émission. Finalement, vous continuez avec les enfants, j'ai envie de dire, Mélissa un peu plus grand, l'éveil musical, que ce soit alors le portage, l'éveil musical, la langue des signes, alors qu'on n'appelle pas proprement parler la langue des signes, mais voilà, c'est vraiment... Vos deux activités, j'ai envie de dire, sont complémentaires. Anne-Sophie, on a une préparation, on prépare les parents et on est plus avec les parents finalement. Alors même si ça se poursuit après avec le coaching familial, mais on reste majoritairement avec les parents. Mélissa, vous avez le côté avec les enfants justement. Quelles sont un petit peu les activités ? Là, on voit C'était un reportage sur la langue des signes, enfin les gestes. Alors, communication gestuelle associée à la parole. C'est ça. Donc Anne-Sophie, d'ailleurs, vous participiez à ce... Avec mon fils. Le monde est petit, j'ai envie de dire. Donc Mélissa, expliquez-nous un petit peu la palette d'ateliers que vous proposez. L'idée des ateliers parents-enfants, c'est de pouvoir proposer des activités communes entre les parents et les enfants. C'est pas simplement de déposer les enfants dans une structure pour qu'ils aillent réaliser leur activité, mais vraiment de partager un moment avec eux, dans l'idée de créer du lien ou renforcer du lien, donc entre le parent et l'enfant, mais aussi pouvoir échanger avec d'autres parents, parce que on est toujours dans la discussion, dans l'échange pendant les ateliers. Donc il y a vraiment cette partie-là qui était importante pour moi. Donc aujourd'hui, je vais proposer de la communication gestuelle associée à la parole, donc pour signer avec les bébés et donc faciliter les échanges entre le parent et l'enfant jusqu'à l'acquisition de la parole. Et peut-être plus, mon fils continue encore un petit peu de signer de temps en temps. J'ai également de la réflexologie plantaire maintenant, où là j'apprends aux parents
à masser les pieds de leurs enfants en fonction de certains protocoles. Je vais avoir du yoga relaxation. Donc là, on est vraiment sur des activités très ludiques, hein, où l'idée, c'est de toujours faire prendre conscience du corps de l'enfant, lui faire prendre conscience de ses ressentis, voilà, de lui donner confiance. Donc c'est des ateliers qui sont très très sympas aussi. L'éveil musical. Et de temps en temps, je fais des ateliers créatifs et sensoriels. Voilà, pendant les périodes de vacances scolaires, notamment pour un petit peu aussi redynamiser, puisque j'ai des mamans ou des papas ou des parents qui viennent régulièrement. Donc voilà, ça pourrait apporter aussi un petit peu de nouveauté. Donc là, on est voit vraiment sur les images, pardon, je vous coupe, oui. Vous intervenez aussi à l'extérieur, oui. Voilà, sur différents ateliers. Oui. Alors le jour-là, c'était des ateliers de portage? Alors non, le jour-là, c'était atelier yoga relaxation. Ah, c'était yoga relaxation, oui. autant pour moi, d'accord. Oui, tout à fait. Ça va vers l'extérieur, dans des structures, ça peut être des crèches, quel est le type de structure finalement qui fait appel à vous? Alors on va être sur des structures publiques ou privées, donc on aura des crèches, des MAM, des écoles, les médiathèques, des centres aérés, des centres de loisirs, voilà, donc il y a différentes choses qui peuvent se passer sur la partie extérieure. Mais je vais aussi travailler, par exemple, avec d'autres partenaires privés qui font aussi des ateliers avec les enfants. Voilà. Donc je travaille à la maison avec les particuliers, mais je vais aussi travailler avec en extérieur, dans d'autres structures. Voilà. Puis il y a encore des petites choses qui se projettent à l'avenir. Mais il y a encore pas mal de choses sous le chapeau. Alors les moyens de portage qui sont devant vous, ça fait partie aussi des ateliers que vous proposez. Est-ce qu'on sent une demande plus forte? Alors on sait qu'il y a de très nombreuses années, le moyen de portage était quelque chose qui était très très utilisé. Oui. Il y a eu les poussettes qui sont arrivées entre-temps, alors qui sont toujours utilisées et qui sont toujours quand même bien... bien appréciable, il ne faut pas se cacher. Mais les moyens de portage, est-ce qu'on sent un intérêt? On sent que ça revient fortement oui, vraiment, il y a une vraie demande sur ces mises à disposition de moyens de portage pour essayer, pour comprendre comment ça fonctionne, pour voir les intérêts, les bienfaits, puis de pouvoir faire des ateliers en direct avec quelqu'un. Ça rassure énormément. On prend conscience qu'il existe plein de choses et plein de spécificités à prendre en compte et que finalement, un moyen de portage, ça ne se choisit pas comme ça. Parce qu'on a des écharpes dans différentes matières, des tissés, des tricotés, on va avoir des écharpes avec des anneaux qu'on appelle des slings, on a des porte-bébés avec des clips, pas de clips. Enfin, c'est vrai que quand on est parent, pour le coup, quand on devient parent, on a l'embarras du choix et des fois le mauvais choix, j'ai envie de dire, parce que tous ne sont pas bons à prendre et bons à utiliser. Voilà, c'est aussi vous qui permettez justement à ces parents d'aller peut-être dans la bonne direction, en tout cas les aiguiller en leur... C'est ça. Oui, l'idée c'est qu'en atelier, on va pouvoir tester différents moyens de portage et puis les adapter au bébé et au porteur. Il y a le porté et le porteur parce que une personne, par exemple, la maman va être plus à l'aise sur un moyen de portage et le papa ce sera sur un autre. Bébé sera plus à l'aise dans tel type de nouage. Et donc c'est pour ça que c'est très important, malgré les tutos, les explications qu'on peut retrouver avec les moyens de portage, de réaliser un atelier pour au moins pouvoir essayer, tester. Moi, après, je reste encore disponible après pour faire des échanges. Souvent, on m'envoie des petites photos, des petites vidéos. Ça va, je suis bien installée. Donc, il y a vraiment une demande. On est de plus en plus de monitrices dans le secteur. En plus, on a un centre de formation qui est dans les Vosges, donc on a quand même de la chance pour ça. Et puis là, on a réalisé il n'y a pas longtemps une sortie, la balade des bébés portés avec une photographe, dans l'idée justement de pouvoir... pour les personnes qui ont fait ou pas des ateliers, venir reprendre des conseils sur le portage, essayer des nouvelles choses et repartir avec un petit photo souvenir de bébé porté. Donc on essaye aussi par différents leviers de redonner envie aux parents de porter leurs enfants parce que ça a des bienfaits. C'est ça, de refaire finalement ce que faisaient nos grands-parents, arrière-grands-parents. C'est un peu le cas pour les couches lavables, Anne-Sophie, j'ai envie de dire, parce qu'il y a de très nombreuses années, les couches jetables n'existaient pas forcément. On voit devant vous des couches lavables. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que vous proposez aux parents. Alors après, on peut tout à fait comprendre que tout le monde n'ait pas envie de franchir le pas. Voilà, c'est un boulot, c'est autre chose. Mais ça permet d'avoir... de savoir que ça existe et c'est important aussi de montrer ce côté-là de la maternité. Oui, tout à fait. Les couches lavables, moi j'étais la première à ne pas connaître quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant.
voilà, j'en ai entendu parler au cours de ma grossesse et je me suis dit, ah oui, ça existe. Tiens. Tu peux en prendre une en main pour qu'on voit bien, n'hésitez Oui, pas. alors voilà, celle-ci, ça va être vraiment la plus simple. Hein, là, pour le coup, on est sur de la couche qui marche comme une couche jetable. On a une couche qui contient tout. Il faut savoir que les couches lavables, c'est une partie absorbante et une partie imperméable. Et celle-ci, elle contient tout d'un coup. On a la partie absorbante qui est fixée à la partie imperméable. Tous les autres modèles, ce sont des parties séparées. Et donc ça, c'est vraiment le modèle le plus simple qui convient souvent aux nounous ou au mode de garde parce qu'on les utilise comme des jetables. Au lieu de les mettre dans la poubelle, on les met dans le sac à couche et c'est hyper pratique. Et après, il en existe tout différents modèles avec des parties qui sont différentes, juste un lange à changer et puis des culottes qui sont ensuite à ajuster. Il y a des motifs qui sont sympas, quoi. On est sur des trucs assez jolis, assez rigolos. On se fait aussi un peu plaisir. Et il y a des modèles qui sont totalement différents et c'est un peu comme les moyens de portage, c'est que en fait ça va aller à certaines familles et à d'autres, ça va pas aller aussi aux enfants en fonction de la morphologie. On va avoir des couches qui conviennent pas. Et le problème, c'est qu'il y a des parents qui se lancent, qui ont pour d'un souci écologique ou économique, ou aussi pour se dire on veut pas mettre n'importe quoi sur les fesses de bébé. Ils se lancent dans les couches lavables, mais sans avoir forcément les informations. Ils cherchent une marque, hop, ils essayent et ça convient pas parce que la morphologie de bébé est pas compatible, parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les informations nécessaires. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place les ateliers d'initiation aux couches lavables pour donner les informations de base. Et puis pour pouvoir montrer ces différents modèles mais en aucun cas mettre la pression, c'est vraiment une information qu'on donne. Moi la première, j'utilise les couches lavables, mais on part en week-end, on met de la jetable. Il n'y a pas d'extrémisme là-dedans. On fait vraiment comme on veut, comme on peut. Et ne serait-ce qu'utiliser une couche lavable par jour, c'est déjà un geste à faire. Donc, pas de pression par rapport à ça. C'est ça, pas exactement. Pas du tout. Mais c'est le mot pour tout, en fait. Le portage, c'est pareil. N'importe toutes ces nouvelles choses, entre guillemets, qu'on est en train de refaire émerger, c'est pas de pression. C'est si on n'a pas envie de le faire, si on n'a pas envie les couches lavables, le portage. On pourrait faire le parallèle avec le biberon et l'allaitement. Exactement. Souvent décrié. C'est exactement ça. C'est qu'on peut, les recommandations médicales, on commence à aller vers l'allaitement. Ok, mais si une maman n'a pas envie d'allaiter, vaut mieux 1000 fois qu'elle donne un biberon avec son cœur plutôt que de donner l'allaitement à contre-cœur. Mais clairement, le but, ça reste le bien-être de l'enfant qui passe par le bien-être du parent. On donne des informations, mais l'idée, c'est pas de cocher les cases qu'on pourrait retrouver un peu dans cette période-là du parent un peu parfait, qui fait de la parentalité proximale ou d'autres termes qu'on peut retrouver avec les couches lavables, la DME, la communication gestuelle, le portage. L'idée, c'est pas de tout cocher en disant c'est bon, j'ai tout coché, je suis un parent parfait. Ça n'existe pas, et tant mieux. Non, et au contraire, c'est ce que j'explique dans mes ateliers de maternage proximal où je donne l'information aux parents de tout ce qui existe et tout ce qui peut être fait, mais en aucun cas c'est une checklist parce que alors là c'est vraiment le burn-out parental assuré. C'est des clés. C'est des clés, c'est des choses qu'on peut utiliser mais sans être une obligation et loin de là quoi. Il reste déjà moins de 3 minutes d'émission. Super. Donc on va pas faire le quiz. Je suis désolée, je m'excuse auprès de tous les téléspectateurs qui l'attendaient. Mais on va se garder ces 3 dernières minutes pour continuer d'échanger. Anne-Sophie, un mot peut-être sur les autres ateliers que vous proposez. Il y a le club parent aussi, et puis des ateliers, donc on a parlé des couches lavables, de l'allaitement qui est aussi, qui fait partie des ateliers. Mais il y a aussi cet accompagnement à la parentalité. Expliquez-nous un petit peu. C'est ça. Alors l'accompagnement, c'est vraiment l'accompagnement périnatal, c'est vraiment en individuel, hein, c'est personnalisé. On fait des séances d'1h30 qui se répètent. En général, les parents viennent rarement pour une seule fois. On se voit plusieurs reprises. Le but, c'est vraiment déjà de faire connaissance, d'avoir confiance pour qu'ils puissent s'exprimer. Il y a des fois des choses qu'on a envie de partager et qui ne sont pas forcément bien accueillies, même ne serait-ce que par la copine ou par les parents, parce qu'en fait, on n'a pas envie d'entendre que oui, mais t'inquiète pas, ou t'inquiète pas, c'est pire ailleurs. Ouais, si on se sent pas bien, si on a envie d'en parler, moi là, je suis là pour ça et pour accueillir ça. Je suis aussi là pour, par exemple, anticiper le postpartum, anticiper l'accouchement aussi. J'ai beaucoup de mamans qui viennent me voir pour préparer les accouchements physiologiques. Alors, c'est pas de la préparation en soi, hein. Moi je suis pas sage-femme encore une fois, c'est plus du conditionnement psychologique pour être paré pour affronter l'accouchement, qu'il soit au final même physiologique ou même sous péridurale ou médicalisé, hein. Il y a quand même un aspect émotionnel dans tous les cas qui est important à gérer, et donc ça c'est en ça que l'accompagnement périnatal a son intérêt. Et puis par la suite je suis aussi là pour aider à la mise en place de l'allaitement, encore une fois dans le côté émotionnel, parce que des fois on se sent un peu submergé, donc je suis là un petit peu pour épauler, et puis tout ce qui est au niveau de l'éducation, toutes les choses qu'on peut faire avec les enfants,
Donc ça, c'est vraiment pour l'accompagnement périnatal. Après, dans les ateliers, là, on aborde vraiment des sujets, le sommeil de bébé, le maternage proximal, les couches lavables. Il y a tout un tas de sujets. Je ne vais pas tout lister. Hein, et puis surtout, il y a les clubs parents. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment qui me tient à cœur. C'est pour que les parents qui ont besoin de parler justement de ces difficultés, ou pas difficultés d'ailleurs, mais qui ont envie d'échanger librement et sans jugement, de pouvoir être là et de créer du lien aussi avec d'autres parents qui ont des enfants du même âge, et pourquoi pas garder un contact ensuite ensemble pour le reste. Il y a quelque part un soutien finalement entre parents qui se crée. On se sent moins seul dans certaines difficultés, ou alors on est content de partager peut-être certaines choses du quotidien. Alors vraiment là, je pense qu'on va vraiment faire un petit peu trop long, mais c'est pas grave. Mélissa, en quelques mots peut-être un bilan de cette première année. Est-ce qu'on a senti un engouement? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça répond à vos attentes? Oui, tout à fait. Vraiment, l'idée, c'était de commencer en douceur pour pouvoir aussi, moi, m'occuper de mon fils à côté pleinement par rapport à ce que j'avais en tête. Donc, ça s'est bien passé. En plus, il a pris le rythme de l'école en même temps, donc ça a été facilité. Oui, effectivement, il y a de la demande. Les gens ont envie, ont besoin aussi, même après toutes les périodes de confinement et tout ça. Les gens ont envie de retrouver du monde. Donc oui, pour cette première année, je suis plutôt très positive, très contente, et il y aura plein de belles choses pour la suite, j'en suis sûre. On suivra. Un mot peut-être sur les projets, un projet que vous avez en commun notamment, alors pas que vous deux, mais avec d'autres femmes. Expliquez-nous, donc la tribu du bien-être, c'est ça? Oui, on a monté une association avec une dizaine de femmes dans le bien-être et la parentalité. C'est une association qui a en fait pour but de nous s'entraider, on va dire, dans l'entrepreneuriat, se soutenir, mais aussi à côté de pouvoir monter des salons, répondre à des appels à projets, faire plusieurs choses pour mettre nos activités en avant et ouvrir nos différents domaines, nos différentes compétences à toutes les familles, et pouvoir nous aider aussi à... Profiter de cette synergie finalement. C'est ça, et mettre en lien nos compétences et monter des petites journées à 2, à 3 sur différentes thématiques, le yoga des animaux à la mini-ferme, des petites choses comme ça. Il y a pas mal de choses à faire. Alors pour vous suivre, les réseaux sociaux et puis vos sites internet qui doivent pouvoir s'afficher dans quelques instants au bas de notre écran, je pense. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été sur notre plateau ce soir. On arrive déjà au terme de notre émission et je sens que je vais verser ma larme, mais je vais me retenir. Donc un très très grand merci à Jean-Christophe de Franou, JC, qui va nous quitter après 13 ans passés à Vosges Télé. Donc merci beaucoup JC. Je suis très triste que tu nous quittes aujourd'hui. Mais voilà. Merci beaucoup, une page se tourne pour Vosges Télé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.